Bien, je propose qu'on démarre cette conférence plénière qui est consacrée à la gouvernance de l'information et qui, comme son titre l'a indiqué, c'est de passer de la théorie à la pratique. Et on va essayer au cours de nos différentes interventions de vous apporter des retours d'expérience, des situations concrètes qui vont vous permettre d'illustrer ce passage douloureux, on va dire, de la théorie à la pratique et de ne pas tomber peut-être dans certaines difficultés qui sont parfois assez complexes à traiter. Alors, comme vous le voyez, nous allons être assez nombreux à intervenir. Donc, je vais vous présenter rapidement chacun des intervenants et puis, au cours de leur intervention, ils vont sans doute avoir l'occasion de vous redonner en quelques mots leur parcours. Donc, Delphine Mouchel, responsable de la gouvernance documentaire et de l'archivage à la DSNS Group et qui est la brillante lauréate hier soir des AI Awards de documentation. Arnaud Macias, qui est le responsable gestion de l'information au niveau système d'information du groupe Liber Aerospace. Nous avons Laurence Jacquemin, également avec nous, qui est la chef de projet solution optimisation de BNP Paribas Fortis. Et puis nous accueillons également Sophie Nerbonne, directrice de la conformité de la CNIL, parce que la gouvernance de l'information, ce n'est pas que les documents, c'est aussi les données, et c'est tout à fait indispensable de le prendre en compte très vite lorsque l'on périmètre un projet. Et Paul-Olivier Gibert, qui est le président de l'Association française des CIL, des correspondants sur les données à caractère personnel et qui apportera aussi son éclairage par rapport à cette problématique de la mise en pratique de la gouvernance de l'information. Moi-même, je suis Caroline Buscal et donc je vais introduire cette conférence plénière en vous donnant quelques éléments sur le livre blanc de la gouvernance de l'information que nous avons publié il y a 2 jours, qui est notre 4e baromètre annuel et qui a permis de mesurer le taux de progression sur la gouvernance dans les organisations et entreprises. Alors on va passer peut-être à la... Je vais passer à la slide suivante. Voilà. Alors rapidement donc sur ce baromètre de l'information, en quelques mots, c'est une enquête que nous menons tous les ans au titre de Cerdalab sur le thème de la gouvernance de l'information et qui nous permet encore une fois de vous apporter des éléments concrets sur la visibilité qu'ont les organisations du concept de gouvernance, de son déploiement, des étapes du projet, des enjeux, de qui est acteur de ce type de problématique au sein des organisations. Notre enquête couvre l'ensemble des secteurs d'activité. D'ailleurs, dans le livre blanc, on voit très bien apparaître des progressions sur certains secteurs d'activité plus importants que sur d'autres. Pour vous donner une illustration, aujourd'hui, les secteurs financiers sont déjà très en avance sur la mise en place de projets de gouvernance intégrant l'information, les documents, les données à caractère personnel. Et puis, vous avez d'autres secteurs d'activité qui sont un peu moins avancés, pour lesquels il y a encore un certain nombre de pans du projet qui n'ont pas été encore menés. Nous interrogeons des fonctions métiers assez différentes pour avoir justement un échantillon le plus large possible. Donc on interroge évidemment la direction générale qui, et on va le voir, c'est un des résultats intéressants de ce livre blanc, semble s'approprier de plus en plus le concept, mais également des DSI, des gens du métier de l'information, des juristes, des ressources humaines aussi, parce que l'une des grandes difficultés, on en reparlera tout à l'heure dans le cadre de nos retours d'expérience, c'est aussi d'accompagner le changement que ça induit au niveau de nos usagers et utilisateurs. Donc on essaye de couvrir assez largement des fonctions différentes que l'on a dans les organisations. Et puis secteur public, secteur privé, associations, là aussi d'ailleurs le résultat est assez intéressant puisqu'il met en avant le fait que le secteur privé est plus en avance que le secteur public, alors qu'on est quand même à l'époque du plan numérique France 2020, que la dématérialisation, c'est un argument par rapport à tout ce qui sera demain, la simplification administrative. Et en fait, quand on regarde concrètement dans les administrations, les collectivités, quelles qu'elles soient, un conseil général, une association de communes, eh bien, il y a visiblement encore beaucoup de chemin à faire par rapport à la mise en place de gouvernance. Et puis également des associations qui sont
relativement en avance sur certains pans aussi de ce sujet. Et on prend en compte aussi, évidemment, des tailles assez différentes au niveau des différentes structures que l'on interroge. Alors, un résultat assez intéressant à mesurer, c'est la progression. La progression est lente, très très lente. On a pris 1 point entre l'enquête 2014 et celle de 2015. C'est vraiment une course de fond, hein, la gouvernance. On voit bien qu'on n'est pas sur un sprint. On y va petit à petit. Ce qui est montré aussi largement dans le résultat de cette enquête, c'est que la gouvernance est un ensemble de projets. On ne décide pas de couvrir d'un seul coup l'ensemble de son organisation. On avance par métier, par fonction, par site, par activité, et progressivement on va couvrir sans doute l'ensemble de son organisation. Mais vouloir couvrir tout d'un seul coup s'avère plutôt être une grande difficulté dans ce type de conduite de projet. Point critique qui apparaît fortement comme étant la problématique aujourd'hui à laquelle sont confrontées les organisations, c'est le volume croissant des données internes. On sent bien que là-dessus, il y a un écueil majeur. D'ailleurs, c'est un élément qui a pris 7 points dans notre enquête par rapport à l'année dernière. On est à 61% de répondants montrant cet élément-là comme étant le point critique aujourd'hui de la gouvernance. Donc, vous voyez, on est passé de 54% à 61%. Donc, c'est intéressant et qui montre bien qu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé véritablement les solutions par rapport à cette problématique. Autre élément majeur qui ressort, c'est l'évolution dans les rôles. Qui pilote, qui sponsorise, qui prend en charge la mise en pratique et la conduite de ce type de projet. Les DSI, qui avaient, dans les enquêtes précédentes, été plutôt identifiés comme des sponsors, sont devenus des pilotes. En revanche, les sponsors apparaissent clairement comme étant les directions générales. Il y a une croissance de 6 points par rapport à l'année dernière. On est à 23% des directions générales devenues sponsors des projets de gouvernance. Donc, vous voyez, on a passé la barre des 20%. On est passé de 17% à 23% cette année. Et les DSI sont devenus les principaux pilotes. Pas seuls, souvent appuyés sur, on va dire, un peu un groupe pluridisciplinaire qu'on peut appeler de plein de façons différentes dans les organisations, parce que eux-mêmes, DSI, ressentent largement le besoin de s'appuyer sur des fonctions métiers, sur des fonctions juridiques, sur les CIL, sur tout un ensemble, effectivement, de profils qui vont leur permettre de mieux mettre en place cette gouvernance de l'information. Et ça, c'est clairement une évolution importante en termes de résultats au niveau de ce livre blanc. Autre point que l'on voudrait mettre en avant, c'est la place qu'ont pris les usagers dans cette réflexion, dans la mise en pratique de la gouvernance de l'information. Comme vous le voyez sur ce graphique, 61% de nos répondants nous ont dit « simplifiez-nous l'accès ». Donnez-nous des points d'accès uniques à l'ensemble des gisements d'information. Ils ne contestent pas le fait d'avoir de la GEC, de la gestion électronique de documents, leur messagerie, la bureautique dans lequel c'est quand même souvent plutôt le bazar qu'autre chose, mais ils savent qu'il y a tous ces points de gisements d'information. Leur demande, c'est de simplifier, c'est de connecter, c'est d'interfacer, c'est de faire du workflow. C'est pas nécessairement de tout mettre dans un seul et unique endroit de gisement de l'information, mais c'est de faciliter ces transactions pour accéder beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement à l'ensemble de tous ces gisements d'information. Et ça, c'est un leitmotiv qui non seulement apparaît à travers les répondants qui sont plutôt des utilisateurs, mais aussi à travers les DSI qui eux-mêmes expriment une difficulté par rapport à la multiplication des applicatifs métiers existants dans lesquels on met plus ou moins aussi du stockage de documents, ratage des PDF, etc. Alors que si effectivement une plateforme plus transversale de gestion documentaire était mise en place, cela simplifierait sans doute largement l'accès à un certain nombre d'informations. Autre élément, mais qui est en fait assez... on va dire qu'on a déjà eu dans les années précédentes, c'est les deux principaux enjeux de la gouvernance de l'information. L'enjeu premier, c'est bien cet accès, ce partage même de l'information. Au-delà de l'accès, c'est le partage. C'est la notion plus collaborative de travail au quotidien. On n'a jamais été aussi près des utilisateurs. Je pense que là, clairement, le livre blanc et le résultat de l'enquête met en avant cette place essentiel qu'aujourd'hui, il porte à travers la réussite des projets de gouvernance. L'augmentation est
très importante. Elle était déjà importante dans les années précédentes. Ils avaient déjà cette première place de dire organisez-nous l'accès et le partage de l'information. Il y a encore 13 points de plus cette année par rapport à l'année dernière. Ça a vraiment été l'enjeu numéro 1 qui a été sélectionné par l'ensemble des répondants. Deuxième enjeu, stable celui-là, mais qui avait déjà fortement progressé les années précédentes, c'est celui de la conservation et de la pérennité. On a un peu le sentiment que la gouvernance, ça a deux faces. Il y a la face accès, partage, et il y a la face conservation, pérennisation de l'information. Et on a un peu le sentiment qu'en couvrant ces deux principaux enjeux, eh bien, on a effectivement le sentiment de mettre en place une gouvernance qui soit complète et qui répondent à toutes les difficultés rencontrées. Le point qui a le plus progressé, c'est la maîtrise des risques. Donc on est bien dans cette notion de problématique de conservation et de pérennité de l'information. Alors, en revanche, quelque chose qui nous a surpris quand on a dépouillé les résultats de cette enquête, c'est la place qui, selon nous, avait plutôt été mis en secondaire depuis ces dernières années. C'est pourtant la place qu'a repris la gestion des archives papier. Ça nous a surpris. On s'est demandé pourquoi effectivement la gestion des documents papier redevenait un point critique dans le cadre de la gouvernance. Bien, je pense qu'il faut le lire comme on est aujourd'hui rentré dans la digitalisation des postes de travail, dans la transition numérique, dans l'ère du numérique au quotidien. On dématérialise ou on a dématérialisé ces dossiers de travail. On travaille avec du natif, on classe du natif. Donc du coup, le papier, ça devient l'encombrant. On commence à se poser la question, puisqu'on a dématérialisé, puisqu'on travaille avec le natif, qu'est-ce qu'on fait du papier ? Qu'est-ce qu'on fait de ce qui reste ou de ce qui peut être encore ponctuellement produit à travers du support papier ? Le reste des principaux défis, on est clairement sur le poste de travail au quotidien, l'usager au quotidien, qui souffre toujours pour traiter l'ensemble de ses mails, qui se pose plein de questions sur le partage, la collaboration entre ces différents interlocuteurs dans le cadre de sa fonction. L'archivage électronique qui prend une place importante. On est bien dans la réflexion du cycle de vie de l'information. Donc, quid de l'archivage ? On sait qu'aujourd'hui, on ne va pas aller archiver du papier alors que tout est en natif et en électronique. Et donc, on se positionne aussi vers une attente en termes d'archivage électronique. Voilà, je vais pas m'étendre sur l'ensemble de tous les éléments que vous avez dans ce livre blanc. Je vais juste conclure sur ce point-là, puis qui va me permettre de faire la transition avec nos autres intervenants. C'est effectivement un équilibre dans les réponses sur les moyens à mettre en œuvre dans le cadre de la gouvernance. Il y a un équilibre qui est en train de se construire progressivement entre une problématique de méthodologie. Voilà, quel outillage, plan de classement, gestion du cycle de vie, quels sont effectivement tous ces outils documentaires que l'on doit mettre en place pour rationaliser, partager, simplifier l'accès à l'information pour les utilisateurs, les solutions électroniques qui ont légèrement baissé en termes de pourcentage, puisqu'en fait elles étaient à 36% l'année dernière, elles se trouvent aujourd'hui positionnées à 32% des répondants comme étant l'un des moyens essentiels à mettre en place, et puis une progression en revanche forte de plus de 4 points, qui est la formation et la sensibilisation des utilisateurs. Donc on en tire effectivement l'une des conclusions de cette enquête annuelle, qu'aujourd'hui on est dans une recherche d'équilibre entre de l'organisation, évidemment, de la technologie, sans doute, mais aussi de l'accompagnement du changement, de l'humain, d'accompagner les utilisateurs à s'approprier l'ensemble de ces briques que constitue demain l'organisation de la gouvernance documentaire. Voilà, il y a plus de 28 questions dans cette enquête que l'on a menée. Donc vous trouvez le livre blanc sur le site cerdala.com. Il est accessible, téléchargeable et gratuit. Donc voilà, ça vous permettra d'aller voir au-delà de ces quelques éléments majeurs les principales évolutions cette année par rapport à la pénétration du concept de gouvernance dans les organisations. À partir de là, et justement en rebondissant sur cet équilibre entre la technologie, l'organisation et l'humain, je vous propose de prendre en compte ces différents témoignages qui vont vous mettre en situation par rapport à leurs expériences qu'ils mènent ou qu'ils ont menées ou qu'ils sont en cours de conduite, de mise en place de projets de gouvernance au sein de leur structure. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Delphine Mouchel. Merci Caroline, bonsoir à tous. Donc vraiment c'est une continuité, ce que je vous présentais, je pense c'est une continuité par rapport à ce que vient de dire Caroline, où c'est une mise en application.
sur comment à DCNS on commence à mettre en place une démarche de gouvernance de l'information. Donc DCNS, en fait, c'est un groupe implanté en France depuis très 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 longtemps, mais groupe privé depuis une dizaine d'années. On conçoit, on réalise et on entretient des matériels de défense navale pour la France et les pays étrangers, donc le porte-avions, les sous-marins nucléaires, des frégates, etc. Et on est aussi maintenant sur l'énergie marine renouvelable. Donc on a un cycle de vie de nos produits qui est extrêmement long et je vais vous expliquer comment on met en œuvre une démarche. Donc en fait, comme disait Caroline, on ne fait pas tout en même temps. On a commencé par une démarche d'archivage, mise en place d'un service archive groupe, donc qui gère l'ensemble des archives du groupe, quel que soit le site, quel que soit le processus, quelle que soit la typologie documentaire. La démarche a commencé en 2011 et aujourd'hui on gère à peu près 20 km d'archives papier, pas encore du numérique parce qu'on n'a pas d'outils, mais c'est en cours de construction et la mise en œuvre de l'archivage électronique se fera sur le même principe de l'archivage papier. Il n'y a pas de raison, c'est les mêmes fondamentaux, il y a juste le support qui change. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à chaque fois, la mise en œuvre d'une étape, celle de passé ou celle à venir, se met en œuvre sur 3 axes. L'organisation, les fondamentaux et les outils et services. Donc après, au milieu il y a 2 ans à peu près, je me suis dit, bon, on va passer à l'étape supérieure, puisque l'archivage est en bonne voie, ça marche bien, allons plus loin. Donc on a résolu, entre guillemets, le problème de la fin de vie du document. Allons voir ce qui se passe, remontons la chaîne, le cycle de vie, allons au début, à la création, à l'enregistrement, comment ça se passe, la diffusion, les évolutions, etc. Donc depuis 2 ans, je travaillais sur la gouvernance documentaire, sur quelle organisation mettre autour de ça, quels sont les fondamentaux, faire un peu, regarder avec les collègues peu nombreux sur le sujet, comment on pouvait faire. Et en janvier a été validée la politique de gouvernance documentaire, toujours sur les 3 axes. L'étape suivante... Là, on va commencer à vraiment se déployer, écrire les fondamentaux, etc. D'ici l'année prochaine, je pense, on devrait pouvoir, voire même cette année, travailler sur la protection de l'information, qui est un autre pan de la gouvernance de l'information. Protection de l'information, sécurité de défense, puisque dans nos domaines, on est soumis à cette réglementation. Protection de l'information du secret industriel et protection aussi de l'information des données personnelles, mais peut-être plutôt l'année d'après, parce que on ne peut pas tout mener de front, il faut convaincre, il faut expliquer pourquoi c'est important d'aller vers là. Donc on est sur une démarche progressive et pour arriver au Saint Graal de la gouvernance de l'information, toujours en mouvement, mais au moins arriver à remplir ces objectifs de capitalisation de l'information et de protection de notre information. Je ne sais pas trop comment on change. Alors, je vais passer rapidement sur l'organisation qui a été mise en œuvre. C'est pour vous donner un exemple. Il est celui adapté à DCNS, celui qu'on a défini. Donc là, c'est le point de vue organisationnel, comment on a mis en œuvre les étapes 1 et 2. Donc aujourd'hui, on est sur un groupe de pilotage de la gouvernance documentaire et de l'archivage. Donc vraiment au niveau du corporate, qui en fait définit la stratégie à mettre en œuvre, la vision d'ensemble, les politiques et les règles et les mises en cohérence des organisations et des outils autour de la gestion documentaire. Une définition des besoins et des métiers, tout est à construire et à compléter, mais on est sur ce registre-là, le registre de gouvernance. On a un niveau intermédiaire de management de l'information, donc c'est la mise en application et créer les conditions nécessaires à l'ensemble de la mise en œuvre, à la mise en œuvre de l'ensemble des stratégies qu'on a pu développer. Et on a des gestionnaires, une équipe d'archivistes, puisque l'archivage existe depuis 4 ans maintenant, qui sont en charge de l'archivage centralisé, avec toutes les opérations d'archivage classique d'entreprise. Donc le collecte, effectuer les recherches, les retours d'informations, éliminer les archives et aussi beaucoup de conseils. Conseils sur l'archivage qui amènent à des conseils en production documentaire, en organisation documentaire. Et ce qui est à construire, parce que comme je vous disais tout à l'heure, la politique documentaire vient d'être validée, c'est les référents documentaires par direction. Donc on est en pleine réorganisation, donc c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Voilà ce qui a été mis en œuvre au niveau organisationnel par rapport à la démarche. Donc
On a vu la partie démarche, dans démarche à partie organisation. Il y a une partie importante qui est outils et services. Outils informatiques, mais pas que. Des règles, un guide pour nommer des fichiers, un guide pour bien ranger peut-être son répertoire réseau, bien définir le nom des sous-dossiers, et aussi des services en termes de recherche d'informations, parce que je pense que c'est vraiment un sujet très important pour les utilisateurs. Donc là-dessus, comment mobiliser l'ensemble de l'entreprise? Parce que si on dit il n'y a qu'à faire, ça ne marche pas très bien. On est à peu près 13 000 personnes. Donc pour moi, je suis partie de l'idée de... D'abord, on est Service Archive Group, donc je suppose que vous savez qu'être archiviste d'entreprise, c'est pas encore très très valorisé, très valorisant. Donc si on ne va pas au-devant de l'utilisateur, ils n'auront pas confiance. Ce sont leurs archives, ils ne savent pas quoi en faire, mais il ne faut pas qu'on y touche. Donc, et puis les archivistes, on a une histoire derrière nos archivistes d'entreprise, donc c'est pas toujours un métier, c'est pas toujours bien vu. Donc je me suis dit, on va casser ce mythe-là, on va apporter des services. Donc on leur a apporté une facilité au niveau de la collecte d'archives pour éviter les mises en caisse, des choses pratico-pratiques, et surtout des recherches documentaires. Du fait de cette réussite en recherche documentaire, on a simplifié la vie dans la mise en œuvre de leur archivage. Du coup, ils ont été un peu plus attentifs à nos conseils ou aux différentes conférences thématiques que j'ai pu mettre en œuvre dans mon entreprise. Donc on a commencé à les sensibiliser. Ce qui correspond à la première étape d'archivage, on en est là. Maintenant, on a une véritable reconnaissance au niveau de l'entreprise de notre professionnalisme, de notre utilité, et surtout, on connaît nos fonds documentaires, nos archives, et on retrouve beaucoup d'informations. Donc du coup, ils sont plus ouverts. Et le passage à l'étape gouvernance documentaire et gestion documentaire se fait un peu plus facilement. Et là, du coup, on rentre dans une autre phase au niveau des utilisateurs. On va aller plus loin, on va apporter une page intranet complète qui va aller plus loin que les archives. Donc on va aller aussi sur la gestion documentaire. On essaye de leur apporter des outils, comme je disais tout à l'heure, de comment se repérer dans le système documentaire de DCNS, les différentes familles documentaires qu'on peut avoir dans l'entreprise, à quoi elles servent, est-ce qu'il y a des procédures liées à ces informations-là, comment ça s'articule les uns avec les autres. On va aller aussi intervenir sur... ça, c'est en construction, c'est tout le travail qu'on a à faire cette année. Quel outil pour quel besoin? Parce qu'on a beaucoup d'outils. On ne sait pas toujours à quoi, fondamentalement, ils servent, quelles sont leurs fonctionnalités. Donc ça, c'est un travail de cartographie fonctionnelle et pas applicatif. C'est un petit peu différent à faire. Les aider aussi sur c'est quoi un original, une copie, une valeur de preuve, etc. Aller au-delà des idées reçues, parce qu'il y en a beaucoup dans le sujet, pour amener vers une responsabilisation. Donc là, faire en sorte que les politiques de gestion documentaire qu'on a définies au niveau du groupe, qui restent très génériques, mais c'est le minimum requis pour bien gérer son information, ils le prennent et ils déclinent à leur activité. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va gérer de la même façon des documents RH que des documents techniques. Et ça amènera, dans la progression, à changer les comportements. On va changer les comportements des utilisateurs, mais aussi en même temps, dans les systèmes d'information, en intégrant les règles, en homogénéisant les fonctionnalités, les systèmes. Et du coup, on arrivera à apporter de nouveaux services, ce qui fera qu'on pourra recommencer la boucle par le bas. Et je pense que pour faire adhérer les utilisateurs, c'est en leur apportant les services, en montrant qu'on est bon, qu'on sait répondre à leurs besoins, qu'on va capturer leur écoute, qu'on va pouvoir les sensibiliser, leur expliquer, et après on va refaire la boucle vertueuse indéfiniment. Il me reste 2 minutes, je suis sur ma dernière slide, c'est fantastique. Donc je vous ai vu les étapes sur l'organisation, basée sur les organisations, les fondamentaux et les outils et services. J'ai parlé de l'organisation et des outils et services. Là, c'est une représentation de mes fondamentaux, donc mon référentiel, autour de la gouvernance de l'information. Donc, on est sur la 2e étape, la 2e marche de la gouvernance de l'information. On a encore du travail. On a bien sûr des politiques quand même, la politique d'archivage, la politique de gestion documentaire, la politique de protection secret de défense, la politique de secret industriel. On a... des procédures liées à ces politiques-là.
Donc maintenant, dans ce référentiel, il faut le compléter de ce qui manque dans ce qui est en rouge et de mettre en cohérence l'ensemble de ces fondamentaux pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble et qu'il n'y en a pas qui partent à gauche et l'autre à droite. Il faut qu'on aille ensemble vers le même chemin. Donc c'est pourquoi aussi en ce moment on travaille sur, comme on a une remise à plat de l'ensemble de nos processus en termes de qualité, on réfléchit à un sous-processus qui serait la gouvernance de l'information et qui permettrait justement d'organiser l'ensemble des activités autour de la gouvernance de l'information. Voilà ce que je voulais vous proposer. Merci Delphine. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure en début de conférence, c'est qu'on est dans un modèle interactif. Donc si vous avez des questions par rapport aux différentes interventions, vous avez sur le panneau qui se trouve sur votre droite, là où vous pouvez adresser vos questions. Elles vont arriver sur une tablette interactive dont nous disposons et on y répondra sans doute à la fin de la conférence pour pouvoir effectivement laisser du temps à chacun de nos intervenants. Mais n'hésitez pas à poser les différentes questions qui vous semblent venir au fur et à mesure de la progression de l'intervention. Je vais laisser maintenant la parole à Arnaud Macias de Liber Aerospace qui va lui aussi témoigner, faire un retour d'expérience par rapport à la gouvernance de l'information. Merci. Tout d'abord, je vais vous resituer un peu le contexte, l'activité du groupe, de la partie aérospace, mais le groupe Liber, c'est 40 000 personnes dans le monde, donc juste pour situer le contexte, 40 000 personnes qui ne travaillent pas toutes dans l'aéronautique. L'aéronautique, c'est une branche du groupe. C'est encore un groupe familial, d'ailleurs, qui est plus connu normalement au niveau du mining et des grues, donc pelleteuses, grues, etc., qui est aussi connu pour le froid, les caves à vin et les frigos. Et il y a une division aéronautique qui travaille sur différents domaines. Nous sommes équipementier au niveau des systèmes d'air pour les avions, mais pas que, aussi pour le ferroviaire. Nous avons deux principaux sites de production, un à Toulouse et l'autre à Linenberg en Allemagne, et des stations de réparation partout autour de la planète. Voilà. Donc ce contexte est important. Si on parle de ce qui nous a amené à la gouvernance de l'information, donc à l'origine, il y avait des convictions. Alors là, chronologiquement, je parle de l'année 2012, pour lequel il y a eu un engagement fort de l'exécutif et un nouveau rôle dont je vais parler. Mais le constat, c'était qu'on était dans un métier très particulier au niveau de l'aéronautique, comme un peu Delphine l'a dit, elle, pour la partie militaire. On a vraiment des exigences normatives, réglementaires très importantes, et on a aussi beaucoup de secrets industriels. On a une grosse force R&D chez nous, donc c'est des choses qu'il faut prendre en considération, bien évidemment. Et le constat, c'était que les métiers n'arrivaient peut-être pas à gérer ça en silo. C'était carrément devenu impossible et qu'il fallait peut-être mettre quelqu'un qui gérait ça de façon transverse et globale et homogène au niveau de l'entreprise. Ce constat, donc l'entreprise l'a fait en 2012 et donc l'exécutif, ça vient vraiment de l'exécutif, ça a été un engagement fort puisqu'ils ont recruté une personne pour ça, donc j'ai été recruté pour ce rôle-là, pour gérer l'information de façon transverse. Et également, c'est arrivé par un projet société. Chez nous, les projets société, c'est 5-6 projets à l'année maximum qui sont vraiment mis en avant tout au long de l'année par l'entreprise. Et ce projet société était destiné à la protection de l'information. Donc, un projet vraiment axé sur le risque industriel, qui est très fort chez nous. Donc, je vais revenir un peu dessus. Et donc, un nouveau rôle, une personne rattachée au SI. Donc, je suis rattaché au SI. Après, dans différentes organisations, ça peut être différent. Moi, je suis rattaché à la DSI en tant que responsable gestion de l'information. C'est en train d'évoluer, puisque maintenant, on parle plus de gouvernance. Alors, la gouvernance, elle vient d'où ? Chez nous, quand je suis arrivé, moi, j'étais DSI au préalable d'un groupe immobilier, donc pas grand-chose à voir. Je ne pense pas qu'il y ait de cursus formation gouvernance de l'information à l'heure actuelle. Donc, on trouve dans ces métiers-là des personnes qui viennent de l'archivage, des personnes qui viennent de la DSI ou autres. Donc moi j'étais DSI au préalable et donc là il a fallu quand même monter d'un cran sur la partie gouvernance pour essayer de voir ce que c'était. Donc là on se renseigne. Pour moi ça a été beaucoup une communauté sur laquelle on collabore beaucoup, qui est Gouvinfo, sur laquelle on a pris beaucoup d'informations sur ce qu'est la gouvernance et ce qu'on pouvait faire. Après les cadres sont vraiment différents suivant les entreprises et suivant les activités. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de parler de ce qu'on a fait chez nous. Alors en l'occurrence mettre une gouvernance c'est un peu comme mettre des repères pour l'entreprise, un peu le rôle de parent-enfant, si vous voulez. Pour moi, je vois vraiment ça comme ça. L'éducation rend libre, disait Platon. Donc je pense que mettre une gouvernance, ça commence par là, c'est vraiment éduquer et donner des repères aux gens. Alors ça commence par l'éducation au risque. Alors je vous parlais tout à l'heure de la partie R&T qui pour nous est très importante et très problématique, si je puis dire, puisqu'il nous faut vraiment protéger nos informations. Pour info, je crois que c'est une dizaine de jours, le ministère de l'Intérieur a indiqué
que Midi-Pyrénées, hein, Toulouse et Midi-Pyrénées, était la 3e région d'Europe la plus cyberespionnée. Donc voilà, c'est un constat qui est quand même super intéressant et qui, du coup, cautionne les choix qu'on a fait de vraiment travailler sur les risques chez nous en termes de protection de l'information. Donc c'est la priorité pour grandir, hein, certainement. Donc effectivement, prendre en compte ces risques, chez nous, ça a été quoi? Ce projet de protection de l'information au tout début, quand je suis arrivé, ça a été d'identifier tous les types d'informations qui étaient sensibles, donc du confidentiel, du secret, donc bien les identifier avec tous les propriétaires en question et les sécuriser. Donc ça, c'est un gros boulot, hein, évidemment, puisque ça n'était pas fait de façon vraiment systématique. Donc la première des choses qui a été faite, ça a été de faire ça. Voilà. Alors ensuite, c'est un effet levier pour se développer, les risques, bien évidemment. C'est peut-être une approche un peu anglo-saxonne, j'en conviens, mais quand vous parlez à l'exécutif des risques, ils savent entendre, et derrière, vous pouvez faire passer beaucoup de choses. Donc de la valorisation de l'information, je reviendrai dessus, c'est quand même ça qu'il faut viser derrière, mais le risque est quand même un moyen de levier très fort pour avancer dans l'entreprise. Alors après, une partie de la culture, donc oui, une partie de la culture, c'est sensibiliser les gens, c'est vraiment les éduquer, ça fait partie de ça. Le risque, c'est pas rien. Moi, je sais qu'on peut faire des coms, on peut envoyer des mails, puis personne lit les mails dans les entreprises, donc il faut peut-être trouver d'autres solutions. J'ai, je pense, en 2013, vu 900 personnes en réunion, par groupe de 40 à peu près, pour les sensibiliser à la protection de l'information. Je vous garantis que ça paye, c'est très chronophage, c'est évident, mais les gens posent des questions par petits groupes, sont sensibilisés, et derrière, on a vraiment eu des résultats positifs. Après, ça ne suffit pas. On ne va pas s'arrêter là, il faut faire ça continuellement, c'est mon avis, en tous les cas, et il faut vraiment que les gens soient sensibilisés, formés, etc., à toute cette partie protection de l'information. Les risques, c'est important, hein, on a souligné en R&T, chez nous, je pense que si vous organisez un barbecue avec 20 personnes à Toulouse, il y en a à peu près un tiers qui travaillent dans l'aéronautique, avec certainement des sociétés concurrentes. Donc la parole, c'est aussi un vecteur de perte d'information, donc il faut aussi sensibiliser les gens à ça. Voilà. Alors, l'éducation au risque, c'est une chose. Ensuite, dans ce cadre de gouvernance qui éduque au risque, on a aussi la nécessité d'un cadre. C'est vraiment un cadre, il faut le voir comme ça. Les utilisateurs sont très demandeurs de ce cadre, hein. Il faut des règles, il faut des choses qui cadrent les utilisateurs au niveau de leur travail quotidien. Vraiment, comme les enfants, hein, ils demandent ça. Après, quand ils sortent du cave, ils le savent, hein. Il n'y a pas de souci, ils savent très bien quand ils sont en dehors des clous. Donc, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des fondamentaux, par des règles, des référentiels, des politiques. Alors nous, chez nous, on n'a pas fait de politique, on a fait des procédures qualité, à savoir une procédure gestion de l'information, une procédure archivage, etc. Et surtout, notre document vraiment fêtier, c'est un référentiel documentaire. Ce référentiel documentaire, c'est à peu près 800 types d'informations identifiées qui sortent de nos processus. Pour chaque type d'information, on a identifié le propriétaire, on a identifié le processus de rattachement ou l'activité de rattachement. On a défini un propriétaire, donc la personne qui est experte sur ce type d'information-là. Ensuite, on a les informations d'archivage dessus, les exigences d'archivage par rapport à cette information, et aussi le niveau de classification. Pour chaque type d'information confidentielle ou secret, n'importe qui dans l'entreprise peut savoir qui peut y avoir accès, et savoir si lui, il peut avoir accès à ce type d'information. Et ça, c'est bien référencé, et derrière, il faut mettre la technique et la sécurité qui va bien avec. Donc ce référentiel, c'est un gros boulot, il n'est pas fini, il manque des choses, notamment les règles de diffusion, surtout vers nos clients, par rapport aux contrats qu'on a pu signer avec eux. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut, voilà, c'est des petits boulots, il faut prendre son baluchon et aller tous les jours au charbon. Ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Voilà. Donc très important, c'est fondamentaux. Ensuite, la nécessité d'un cadre, c'est aussi une démarche, un référent, un relais très bien identifié dans l'entreprise. Montrer qu'il y a vraiment une démarche globale, ça c'est très important. Les gens sont concernés, du coup, ils savent aussi à qui s'adresser. Alors là, j'ai dit un référent, pour le moment c'est un référent, je suis tout seul pour porter cette gestion de l'information ou cette gouvernance de l'information. Ça devrait être, plus tard, certainement, une instance mêlée avec le juridique, avec la partie RH, avec plein d'autres, la sûreté, etc. Donc voilà, un référent pour le moment et des relais dans l'entreprise. Donc ça peut être les managers qui peuvent relayer ça, ça peut être des key users, etc. Donc il faut vraiment que tout ça s'amûrisse et que ça rayonne un peu en étoile dans l'entreprise. Et ensuite, enfin, le cadre, il est aussi pour les outils, il est aussi pour les process. Ça n'a pas de sens de développer un projet informatique chez nous actuellement si on ne prend pas en compte dès le départ les exigences d'archivage et de confidentialité. Ça, c'est vraiment être à côté de la plaque. Alors déjà, il faut traiter tout l'historique, mais pour tout ce qui arrive, il faut vraiment le prendre en compte dès maintenant. Donc ça, c'est aussi un gros boulot, mais nos outils et nos process doivent être alignés aux règles de gouvernance, c'est bien évident. Alors,
tout ça, hein, ça doit nous amener, une fois qu'on a éduqué tout le monde et que tout le monde est content, qu'on a une bonne gouvernance, la gouvernance, elle doit nous amener à l'autonomie, me semble-t-il, et au vivre ensemble. Mieux collaborer pour arriver à une meilleure maturité dans l'entreprise. Et derrière, c'est quoi? Le but, c'est la valorisation de l'information, c'est bien évident. Donc, chacun doit se construire. Alors évidemment, dans toutes les entreprises, on a l'impression que les gens sont oppressés par l'information, ils croulent sous l'information, ils n'arrivent pas à se désasphyxier de tout ça. Donc l'idée de cette gouvernance, petit à petit, c'est de sortir de ça, de faire que l'information, ça devienne une connaissance, que cette connaissance, ça devienne des compétences pour les utilisateurs. Et vraiment, l'idée derrière, c'est la valorisation. Ensuite, chacun est responsable. Chacun est responsable, ça veut dire que l'entreprise est responsable de former ses salariés, de les éduquer, de les accompagner sur la protection de l'information, l'archivage, le collaboratif, etc. Mais aussi, chacun est responsable, donc les salariés aussi sont responsables. Vous savez qu'il y a beaucoup de fuites d'informations dans les entreprises. Quelqu'un qui part de chez une entreprise, je crois que 52% des gens qui partent d'une entreprise partent avec des données de l'entreprise. Bon, il faut responsabiliser les gens par rapport à ça. Peut-être pas que les fliquer, hein, c'est vraiment de la prévention. Il faut vraiment leur parler, leur indiquer que ça peut coûter beaucoup à l'entreprise et peut-être à leurs camarades ou collègues qui vont laisser sur place. Donc voilà, tout ça, l'utilisateur est responsable, bien évidemment. Et ensuite, les bénéfices partagés, la valorisation, au final, c'est quoi? C'est vraiment, me semble-t-il, gagner en rapidité, en compétitivité au niveau des données auxquelles on veut accéder. C'est valoriser ces données et avoir vraiment de la qualité de données. Et ensuite, pouvoir répondre beaucoup mieux sur tout ce qui est commercial, logistique, etc. Enfin voilà, tout ce qui peut amener à une réponse plus cohérente, plus correcte au niveau de l'entreprise. Et tout ça parce que tout le monde arrive à bien travailler ensemble, collaborativement, mais également en termes, en protégeant ses informations et en réduisant au maximum les risques. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'était un témoignage très complémentaire. Puis comme vous l'avez vu, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que la DSI devenait le moteur. Voilà, Arnaud, vous en êtes clairement un témoignage par rapport à un des résultats de l'enquête annuelle. Je vais passer maintenant la parole à Laurence Jacquemet. On va changer d'univers, de secteur d'activité. On va passer du monde de l'industrie aux services financiers, avec là aussi un témoignage, un retour d'expérience tout à fait important autour d'un projet, mais que Laurence va pouvoir nous détailler. Merci. Bonsoir. Je vais en effet vous parler d'un projet que nous avons appelé BIG, c'est dire si l'ambition y était. BIG pour Building Information Governance. C'est un projet que nous avons lancé il y a un peu plus d'un an chez BNP Paribas Fortis pour assurer une meilleure gestion de nos bâtiments. Donc, on n'est pas tout à fait dans la banque, en fait. On est quelque part entre les bateaux qui bougent et les bateaux qui ne bougent pas, les bâtiments qui doivent être gérés. Nous gérons en réalité plus de 1300 sites et nous avons environ 150 projets par an, que ce soit la reconstruction d'un de nos sièges qui est en cours maintenant et qui est parti pour 10 ans, ou la simple rénovation d'une agence au fin fond des Ardennes belges. Alors, quel était le problème, en fait? Le problème, c'est celui-ci. Tout au long du cycle de vie d'un bâtiment, qui commence par ce qui est représenté la programming, c'est on rêve d'un bâtiment, on a un besoin, on l'exprime, on le formalise, et puis ce projet se transforme en design, en documentation, petit à petit en plan, en fabrication, pour arriver finalement à un bâtiment qui est mis en exploitation, qui est utilisé. Et puis le cycle recommence, on va rénover le bâtiment et on est reparti un certain nombre de fois dans ce cycle, jusqu'au beau jour où le bâtiment est détruit ou dans un autre cas de figure vendu et il sort de notre portefeuille. Alors tout au long de ce cycle de vie du bâtiment, une multitude d'acteurs interviennent. Des acteurs à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi des acteurs à l'extérieur de l'entreprise. Et tous ces acteurs génèrent, manipulent, modifient, détruisent de l'information. Et donc l'ambition de notre projet, c'était de construire une approche cohérente et globale pour cette gestion de l'information. Pourquoi? Parce que le constat, c'était que la gestion de l'information, typiquement dans le secteur du bâtiment, mais je pense dans beaucoup de secteurs, est organisée soit par discipline, soit par cycle, par phase dans le cycle de vie. On a la phase rénovation, c'est une phase, la phase exploitation, c'est une toute autre phase. Les architectes ne dialoguent pas avec les real estate officers ou avec les bureaux d'études,
C'est même parfois bien la guerre entre eux. Et donc cette situation mène à différents problèmes. Le premier problème, c'est une perte d'information, une information qui est incohérente et qui donc génère toutes sortes de problèmes, de la surcharge de travail, du travail à refaire, des interventions inadéquates par manque d'information. La même information est parfois réécrite, recréée 5, 6 fois au cours d'un seul cycle, simplement parce qu'elle n'est pas transmise d'une discipline à une autre ou d'une phase à une autre. Et puis, ce n'est pas non plus à négliger, il y a des risques légaux, des risques juridiques. Lorsque l'on vend un bâtiment, il y a de la documentation qui doit être fournie. Lorsque l'on veut le rénover ou le modifier structurellement, il faut avoir des permis, des attestations. Toute cette documentation, si elle n'est pas conservée adéquatement, peut mener à de sérieux soucis, des litiges ou même des condamnations. Donc le problème, il était clair, il était important, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu nous y attacher. Alors quelle a été notre approche ? Je l'ai appelé l'information backbone. Vous retrouvez un petit peu notre cycle, il est devenu une spirale parce que dans le temps, l'information vit et se transforme. Et chaque ligne dans cette ellipse représente une discipline qui évolue dans le temps et qui, par le code couleur, contribue à sa façon à constituer cette architecture, ce squelette d'information que nous voulons capter, gérer de la façon la plus adéquate possible. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'abord ? Qu'est-ce qu'on a fait déjà, puisque cette phase d'élaboration est terminée ? La première chose, c'est d'établir une cartographie de l'information. Et je pense que cela a déjà été cité. Qu'est-ce que c'est notre information ? Mais aussi, pas seulement qu'est-ce que c'est, mais quelle est la granularité de l'information que nous voulons capter ? Mais aussi, quel est son pédigré, son contenu, sa forme, sa durée de vie, sa valeur légale ou autre. Nous voulons aussi établir une forme de cadastre de l'information, savoir à qui elle appartient, à qui est son owner, hein, vous l'avez mentionné également, qui a autorité pour la valider, pour la modifier. Et ça, c'est une première étape absolument essentielle. Deuxième étape, face à cette information qui est cartographiée et qui circule, quels sont les besoins ? Quels sont les groupes cibles qui gravitent autour de cette information à l'intérieur et à l'extérieur ? L'activité de gestion de bâtiments intègre souvent énormément d'acteurs extérieurs. Sur un seul projet de construction ou de rénovation, vous avez des dizaines d'entrepreneurs et de techniciens qui interviennent. Donc c'est assez complexe à gérer. Mais chaque groupe vient aussi avec ses contraintes et ses attentes. Une des difficultés que nous avons rencontrées au début du projet, typiquement, ce sont les chefs de projet en bâtiment ne sont pas des documentalistes. Ça ne les intéresse pas de perdre leur temps, comme ils disent, à cataloguer de l'information, à même nommer l'information convenablement. Ils considèrent que c'est une perte de temps. Donc on doit leur fournir des solutions qui sont très souples, très rapides, très flexibles. Tout à fait à l'opposé des dessinateurs qui, eux, sont dans un contexte très formel et qui font du versionnage, qui sont vraiment beaucoup plus formalisés. Donc il faut tenir compte de ces besoins différents pour offrir des solutions qui sont adéquates pour tous. Et puis bien sûr, il y a la dimension système, à ne pas négliger, mais à ne pas non plus mettre pour moi en priorité. Quand on parle de gouvernance de l'information, on parle avant tout d'organisation et de cartographie de l'information elle-même. Et puis bien sûr, ça a un effet dans les systèmes. Alors nous sommes maintenant en phase d'implémentation et nous avons choisi une approche incrémentale. Ça a déjà aussi été mentionné. N'ayant pas l'appui du top, c'était un peu une initiative partie d'un constat sur le terrain, nous avons considéré qu'il était important de construire progressivement des solutions et de faire un peu tâche d'huile. C'est un peu plutôt une approche de tâche d'huile. Mettons en place une solution qui répond à un besoin concret et cela donnera envie à d'autres d'entrer dans la même démarche.
Alors, un élément évidemment important, c'est l'appropriation. On pourrait croire qu'un projet de gouvernance de l'information, par définition, ça vient d'en haut et ça cascade vers le bas. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient par la contrainte. Il faut vraiment convaincre les personnes que c'est un plus pour eux. Et je pense qu'on se rejoint tout à fait sur ce point. Alors, un autre élément critique de cette phase d'implémentation chez nous, c'est la migration de l'historique. Parce que nous avons hérité d'un historique que nous chiffrons aujourd'hui à 1 600 000 documents qui ont donc vécu en dehors de cette gouvernance et qu'il faut arriver à intégrer dans cette approche. Ça demande un investissement assez colossal. C'est assez difficile. Donc nous en sommes là, nous sommes dans cette implémentation et en préparant mon intervention aujourd'hui, je me suis demandé, au fond, qu'est-ce que je peux déjà retirer de cette expérience ? Quels sont les premiers bilans que nous pouvons faire ? La première chose, c'est que la phase de préparation m'a semblé très longue. Nous avons commencé en septembre 2013 et jusqu'en juin 2014, je considère que le projet n'a pas vraiment démarré. Nous avons mis énormément de temps à faire valoir le retour sur investissement d'un tel projet. Il est évidemment très difficile à quantifier. Et pour une direction, il n'y a que les chiffres qui comptent. Une autre difficulté, c'était de délimiter le projet, de dessiner les limites de ce projet. Parce qu'en fait, dans beaucoup d'activités aujourd'hui, l'information étant au centre de toute notre activité, quand on tire ce fil-là, en fait, c'est tous les processus qui viennent avec. Et donc, toutes sortes de questions qui se posent. Il faut bien donc délimiter le projet à ces flux d'informations sans vouloir réécrire tous les processus autour. Alors, le débat est toujours en cours sur cette question. Est-ce qu'il faut une approche ou un soutien du top, bien sûr, mais est-ce que ça doit forcément venir de là? Je pense qu'il faut les deux, tout à fait. Il faut les deux, c'est un va-et-vient. Et donc, il faut travailler sur ces deux niveaux en permanence. Alors, sur le pilotage du projet, une des difficultés que nous avons rencontrées, c'était de trouver des profils adéquats, c'est-à-dire des profils qui combinent cette gestion de l'information et la gestion de projet. Souvent, on tombe vite sur des profils informatiques. Alors, rien contre les informaticiens, mais le risque là, c'est que les systèmes prennent le dessus sur le projet. Et ça, c'est quelque chose que nous voulions absolument éviter. Donc, nous avons plutôt travaillé en mettant ensemble des personnes qui chacune avait un axe de compétences et qui forment une équipe multidisciplinaire qui pilote le projet. Et en effet, les flux d'informations, c'est le cœur des processus. C'est vraiment quelque chose qui est complètement intégré. Pour terminer, le grand défi de ce projet, c'est un projet de gestion du changement. Gestion du changement dans la mentalité, dans l'état d'esprit de ceux qui, au quotidien, gèrent, génèrent, créent, modifient de l'information. Et le premier élément de changement, c'est de leur faire comprendre quelle est leur position dans la chaîne de valeur. Arriver à les faire sortir de leur boîte, les faire sortir de leur discipline ou de la phase dans laquelle ils se trouvent, pour arriver à comprendre quel est le flux de l'information depuis son début jusqu'à la fin. Et ça, c'est vraiment un beau défi. Sortir donc de cette vue court terme et orientée discipline. Une autre difficulté dans le changement, c'est que lorsque l'on veut imposer une gouvernance commune, on va forcément vers de la standardisation. Tout le monde doit se plier à un cadre commun, un cadre global. Et là, comme ailleurs, on fait face à de la résistance. C'est rarement accueilli positivement. Alors, dans les éléments d'approche pour faire face à cette difficulté du changement, nous avons surtout mis en avant le plan de communication.
C'est un projet, vous l'avez mentionné aussi, il faut rencontrer les gens, il faut parler énormément, revenir. Et c'est pourquoi je parle d'un plan de communication 3 couches. Ce n'est pas un plan qui est prévu par cascade, mais nous attaquons en permanence, en parallèle, les différents niveaux de management et les gens de terrain, de façon à s'assurer qu'ils sont alignés et que nous avançons vraiment tous ensemble dans la même direction. Ce qui est aussi important, je l'ai remarqué dans ces matières-là, c'est la communication informelle. Parce que l'on veut aller vers de l'adhésion, c'est aussi par l'informel, par l'aide concrète, dans des problèmes concrets, que l'on va faire avancer ces idées. Et puis, dernier élément dans l'approche, nous avons structuré notre avancée dans le projet sur base d'urgence opérationnelle. Exemple, il y a 1 an, la banque a décidé de réduire sa voilure en matière de réseau d'agences, comme partout. Il y avait donc une obligation de vendre dans un délai très court plus de 100 bâtiments et donc d'avoir la documentation disponible pour ces bâtiments. Nous avons utilisé cette urgence pour faire démarrer la première phase d'implémentation du projet. De même, aujourd'hui, il y a une nouvelle législation en matière de protection incendie qui est d'application en Belgique. Nous utilisons cette obligation légale pour, de nouveau, enrichir notre approche. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous allez là-bas. Juste 2 mots. Merci beaucoup Laurent Jacquemin, c'était très complémentaire tous les 3, pas complètement fait exprès, mais c'était parfait. On va aborder, je le disais tout à l'heure en introduction, la gouvernance de l'information. C'est aussi la gestion des données et des données à caractère personnel. D'ailleurs, nous, on l'a vu dans l'enquête annuelle que j'évoquais tout à l'heure. Elle apparaît de manière très importante cette année. Il y a une progression qui la positionne fortement comme étant une des problématiques aujourd'hui à prendre en compte dans le cadre de la mise en place de gouvernance. Et donc, ça légitime d'autant plus l'intervention de M. Gibert et ensuite l'intervention de Sophie Nerbonne au niveau de la CNIL. D'accord. Bonsoir. Merci d'être resté aussi tard dans un environnement aussi chaleureux pour assister à notre présentation. Donc, je suis le président de la FCDP. La FCDP, c'est l'Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel. C'est un peu long. C'est surtout l'association des professionnels de la protection de la vie privée en France. C'est une association qui a été créée en 2004, qui aujourd'hui a plus de 600 adhérents, dont plus de la moitié a désigné un correspondant informatique et liberté. Quelles sont les entreprises ou les structures qui ont ici, là, au milieu? Non, c'est bon? C'est bon, bon. Désolé, si j'ai bien compris, il faut qu'on recommence tout, c'est ça? D'accord, je bouge plus, d'accord. Qui a un correspondant informatique et liberté dans sa structure? D'accord. Qui n'en a pas? Qui ne sait pas s'il y en a un? D'accord. Ne levez pas trop le bras. Donc, la FCDP, à l'origine, a été conçue pour être l'association des correspondants informatiques et liberté, et son audience s'est progressivement élargie vers l'ensemble des personnes qui aident les entreprises, les organisations, à respecter la loi informatique et liberté. Quelques chiffres sur la FCDP. Il y a à peu près 615 adhérents qui sont soit des personnes, soit des organisations, et on regroupe à peu près 1700, enfin un petit peu moins de 1700 personnes qui participent à nos travaux. On est une association qui fonctionne, j'irais jusqu'à dire, sur 3 canaux. Le premier canal, c'est le numérique avec un réseau social qui cumule à peu près 14 000 articles et commentaires en 4 ans. Des réunions qui sont finalement assez nombreuses, donc on pratique beaucoup la parole. Et puis l'écrit. Prochainement, vous pourrez acheter un livre publié par la FCDP, mais celui-ci n'est pas encore disponible à la vente. Donc, on est une association active. On est un échange d'espaces privilégiés entre les professionnels.
On est présent pour représenter leur point de vue auprès de la CNIL et des pouvoirs publics français. Et on a une présence européenne avec CEDPO. C'est-à-dire qu'on voit... J'ai dû me tromper de touche. Voilà. Ben donc on a un point de vue assez unique sur la gouvernance des données au sein des organismes. Alors je parle de données, vous avez beaucoup parlé d'information. J'ai entendu dire que le traitement des obligations en matière de données à caractère personnel seront traitées à partir de 2017-2018 chez des CNS. Dans le meilleur des cas, c'est ça. Vous en avez parlé un petit peu. Et vous, dans la gestion du bâtiment, c'est pas central. Je me trompe. Pourtant, c'est un élément qui est important, parce que les données à caractère personnel, c'est toute information, tout enregistrement informatique ou papier qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique dénommée. Donc c'est un périmètre qui est assez large, et quand on fait du traitement d'informations, on est amené à faire du traitement de données à caractère personnel. Pourquoi il faut s'en occuper ? Tout d'abord, on peut se faire sanctionner par la CNIL. C'est pas la voie que vous privilégiez, mais c'est quand même assez désagréable. On peut également faire de la communication pour son président, en manquant aux obligations de protection de la vie privée. Vous n'avez pas envie de faire de la publicité à votre président, madame ? Non, d'accord. C'est très simple, il suffit de faire comme le président d'un organisme de logement social qui a été à juste titre mis en cause parce que les concierges, en principe pour des raisons de sécurité, apportaient des commentaires tout à fait déplacés sur les personnes. Et c'est là peut-être un lien avec la gestion du bâtiment, sur la situation de santé, sur d'éventuels problèmes de voisinage, et sans que les personnes soient au courant et sans que les traitements soient déclarés. Alors, je crois que vous avez été très gentil, c'est que vous avez simplement envoyé un avertissement à cet organisme, qui a été repris par la presse, et le président de cet organisme a été amené à expliquer sa position et ce qu'il allait faire lors de 1 ou 2 journaux télévisés. Ce que j'ai compris, même s'il faisait bonne figure sur le moment, il n'était pas particulièrement heureux de venir parler de cet aspect de son activité. Donc il y a un enjeu qui est un enjeu de protection, un petit peu comme pour le secret défense, de protection de l'organisme contre un risque de sanction externe. Mais il y a aussi des enjeux qui sont beaucoup plus forts. Je vais reposer une question. Qui connaît l'article 1 de la loi de 1978, dite loi informatique et liberté, par cœur ? Sophie, vous n'êtes pas dans le... vous êtes hors concours. Alors, c'est l'article qui pose la question de la finalité des traitements. Et qui précise, parce que je vais faire une citation imprécise, que l'informatique doit être au service du citoyen, de ne pas porter atteinte à la vie privée, à la liberté, à l'identité humaine et à un certain nombre d'autres valeurs. En fait, derrière la protection des données à caractère personnel, on a un véritable enjeu des droits de l'homme, c'est-à-dire de protection de l'intégrité de la personne. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas central dans les préoccupations de gestion documentaire, qui ont l'air d'être très présentes, mais la gestion documentaire évolue de plus en plus vers la gestion des données. C'est-à-dire qu'un plan numérisé peut être considéré comme une donnée. Suivant les formats qui sont utilisés, il peut être plus ou moins facilement réutilisable par d'autres traitements, être rapproché d'autres données. Et là, on a un enjeu qui est un enjeu de société, de civilisation. C'est la place que garde ou que développe l'individu dans une société de plus en plus numérique, c'est-à-dire une société qui produit de plus en plus de données. Une des expressions favorites de Madame Falk-Pierrotin, présidente de la CNIL, c'est la datafication du monde. Et là, quand vous parlez de gestion électronique des documents et d'éléments de ce type-là, c'est un début. Parce qu'une fois qu'on les a numérisés, on peut les transférer dans d'autres formats qui seront exploitables, réexploitables par d'autres données. Donc vous êtes en train de gérer, mais ce n'est pas un scoop pour vous, cette migration
de l'information et de ses supports vers la donnée, et la donnée dont le regroupement, le rapprochement sera générateur d'informations. Et une grande majorité de ces données sont des données à caractère personnel et qui donc posent de véritables enjeux en termes de droits et libertés des personnes. Voilà. Est-ce que j'ai encore du temps ou est-ce que je suis en retard? J'ai encore 1 minute. Bon, on va faire comme à Sciences Po, vous allez garder le silence jusqu'à ce que les 10 minutes soient passées. On va peut-être en profiter pour prendre une petite question? Non, on va passer directement. Donc je vous cède 1 minute. Merci. Et donc, en conclusion, effectivement, je vais vous parler du label Gouvernance informatique et liberté que nous avons donc adopté en janvier dernier. C'est vrai que c'était assez intéressant d'entendre ces différents témoignages et de participer à cette conférence, alors que la CNIL, en tant qu'autorité de régulation des données personnelles, s'intéresse bien évidemment à tout ce qui est relatif à la collecte et au traitement de ces données. Et quand on parle de traitement, un traitement informatique numérisé, c'est toute opération, là aussi, de collecte, de consultation, de rapprochement, d'interconnexion de données à caractère personnel qui ont précédemment été définies comme étant toutes les informations qui, directement ou indirectement, vont permettre d'identifier des personnes physiques. Donc, dans la manipulation des documents dont il est question dans le cadre de cette conférence, il est bien évident que le statut de données personnelles va conférer juridiquement une portée, un statut particulier à ces informations. Et dans la société numérique dans laquelle nous basculons, vous êtes d'ores et déjà confrontés, chacun dans vos secteurs d'activité, à un flux croissant d'informations, un flux de plus en plus important. On parle d'open data, mise en consultation de données de sources publiques en principe et anonymisées, mais qui le plus souvent s'avère purement pseudonymisée, c'est-à-dire en ayant un identifiant qui indirectement permet de revenir à une personne physique. On parle de big data, c'est-à-dire qu'effectivement, pouvoir combiner et regrouper pour rendre accessible aux services, que ce soit le service commercial, le service après-vente, le service marketing, des données en provenance de supports très différents, qu'il s'agisse effectivement des fichiers structurés classiques ou des sites Internet par lesquels sont collectés également de nombreux documents, qu'il s'agit d'organiser. Toute l'organisation, le traitement de ces données personnelles est régie par la loi informatique et liberté. Et la CNIL est l'autorité administrative qui est chargée de faire appliquer cette loi et qui a un rôle multiple, puisque à la fois elle fait de la sensibilisation, de la pédagogie, ce que je fais aujourd'hui parmi vous. Elle édicte des règles en matière effectivement de traitement de données pour la gestion clientèle, pour la gestion des patients, pour tout ce qui relève de la gestion RH, qui tourne toujours autour de 5 règles d'or qui sont: à quoi va servir le traitement, quelles sont les données qui vont être enregistrées et qui sont pertinentes par rapport à ce traitement, combien de temps va être conservée l'information. Effectivement, la loi informatique et les libertés, par rapport au principe de conservation et de pérennisation de l'information dont vous parliez, part du postulat que, bien évidemment, il y a un archivage nécessaire, mais que pour ce qui est du traitement vivant, une durée de conservation doit être définie par rapport à la finalité de ce traitement. Les sécurités prévues pour éviter que n'importe qui puisse accéder à ces informations et, le cas échéant, en détruire la valeur. Et puis, le respect des droits des personnes concernées, puisque toute personne, chacun d'entre nous, a le droit d'accéder à ces informations, le droit d'en demander la modification, le cas échéant de s'opposer à rester dans le traitement, ou même parfois consentir à y être. Pour mener à bien son action, la CNIL peut également faire des contrôles sur place, instruire des plaintes dont elle est saisie. Elle a par an environ 6000 plaintes, et elle fait des contrôles donc et prend
des sanctions, ce qui effectivement est la partie la moins développée à l'heure actuelle, mais qui a vocation à croître. Pourquoi vous parlez du label Gouvernance informatique et liberté? C'est parce qu'effectivement, nous avons bien ressenti le besoin qu'il y avait de créer un tel référentiel, dont je vous expliquerai ensuite à quoi cela peut servir et ce qu'il contient. Mais pourquoi effectivement créer un label Gouvernance informatique et liberté? C'est que effectivement déjà rappeler qu'on a le pouvoir à la CNIL de proposer et d'adopter des labels qui sont donc des marques de conformité pour les entreprises ou les organismes qui s'en prévalent. Et par exemple, puisque effectivement le groupe BNP est représenté, une filiale de BNP s'est dotée d'un label relatif à la formation de son personnel pour qu'il soit sensibilisé sur effectivement le fait qu'il ne peut pas entrer dans les zones commentaires des applications de gestion clientèle de la banque n'importe quel jugement de valeur sur les clients. Donc cette filiale de BNP s'en prévaut vis-à-vis de ses clients pour montrer justement la prise en compte de la loi informatique et liberté, ce qui est un facteur de confiance dans l'utilisation des services de la banque. C'est récent, vous voyez, cette procédure de délivrance de label, puisque c'est en fait depuis octobre 2011 qu'on a adopté nos premiers référentiels pour des procédures d'audit de traitement et de formation. Nous en avons jusqu'à présent délivré une quarantaine. Et en 2014, nous avons adopté un label en ce qui concerne les services de coffre-fort numérique et donc la fameuse gouvernance informatique et liberté. Pourquoi? Parce qu'il était apparu nécessaire, effectivement, au regard des besoins qui remontaient à la CNIL de la part d'entreprises et d'organismes divers, de mettre en place un tel label. Il existe aussi des normes internationales à cet égard, notamment dans la norme ISO 27001 et celle qui concerne la maturité dans le domaine de protection de la vie privée. L'intérêt, comme je vous le disais, pour les organismes d'avoir ce label, c'est de pouvoir valoriser tout le dispositif qui est mis en place au sein de l'organisme et donc de le faire connaître par tous. Ça représente un atout compétitif. Quand, une fois encore, la collecte massive d'informations est susceptible d'alimenter un certain nombre d'inquiétudes ou même de fantasmes, il est évident que pouvoir afficher un logo label CNIL sur le fait qu'on est non seulement on respecte la loi, mais on prend des engagements en termes de qualité de traitement de l'information qui vont au-delà, c'est ce qu'on appelle le privacy by design, c'est-à-dire l'intégration le plus en amont possible des questions de protection des données personnelles. Qu'est-ce que ça signifie? Comment garantir que l'individu va pouvoir garder le contrôle de ces données? Comment prévoir, par exemple, de taguer les informations pour permettre une conservation pendant la durée qui a été identifiée? Donc, il y a des dispositifs technologiques qui peuvent participer à l'innovation. C'est ce qu'on appelle le privacy by design. Et également le fait qu'une fois encore, cet atout compétitif, il se définit aussi par le facteur de confiance de la part des clients, prospects, prestataires, salariés également, qui sont impactés par la mise en œuvre de ces traitements. Mais c'est aussi pour les organismes bénéficier des atouts de la conformité, puisque c'est une façon donc de tirer parti du droit pour en faire un facteur de succès et d'accroître la sécurité juridique au sein de l'entreprise et de limiter les risques, puisque effectivement c'est un risque et l'approche par le risque qui a été mentionnée, elle existe également en matière informatique et liberté, c'est-à-dire qu'effectivement si on ne respecte pas la loi, il y a certes les sanctions de la CNIL, mais je vais vous expliquer qu'elles n'étaient pas très importantes, limitées à 150 000 € pour le moment, mais le projet de loi numérique devrait
accroître considérablement le montant de ces sanctions. Parce que c'est vrai que ça ne fait pas très sérieux quand on ne fait qu'imposer 150 000 € à Google pour sa politique de vie privée, et qu'il vaudrait mieux avoir les 2 à 3% du chiffre d'affaires mondialisé. Là, je pense qu'effectivement, en termes de crédibilité, ce serait quand même plus efficace. Pour les clients, l'intérêt du label, c'est effectivement, en sens inverse, l'indicateur de confiance pour leur permettre d'identifier et de privilégier les entreprises. En quoi consiste ce référentiel ? Concrètement, c'est la question au sein de l'entreprise de la gouvernance des données à caractère personnel, donc définir toutes les règles et les bonnes pratiques qui vont permettre la gestion des données et préciser les responsabilités. Donc, il est indispensable pour pouvoir avoir ce label d'avoir mis en place un CIL au sein de son organisme. Et le CIL pourra s'appuyer sur ce label pour avoir en fait un mode d'emploi, un guide des procédures sur lequel il pourra s'appuyer dans le cadre de sa mission. Nous avons d'ailleurs travaillé avec l'Association des correspondants informatique et liberté pour élaborer le référentiel. Et il constitue donc un véritable outil pour responsabiliser l'ensemble des organismes et les sensibiliser à certaines règles d'un futur règlement européen qui devrait arriver à la fin de l'année 2015 et qui va renforcer la nécessité donc pour l'ensemble des entreprises et des organismes de prendre en compte le risque informatique et liberté. On retrouve ce dont il a été question, c'est-à-dire d'établir une cartographie, la cartographie notamment de tous les traitements qui sont mis en œuvre au sein de l'organisme, de notifier les accès par des tiers non autorisés. Et pour conclure, je dirais que c'est un référentiel qui porte sur 25 exigences à satisfaire. Et ces exigences sont organisées en 3 grandes parties. Il y a une première série d'exigences qui portent sur l'organisation interne avec la nécessité d'avoir une politique de protection des données personnelles et beaucoup d'exigences autour du CIL, donc ce fameux correspondant informatique et liberté, sa formation, ses missions, etc. Deuxième bloc d'exigences, ce sera relatif à la méthode de vérification de la conformité des traitements. Comment analyse-t-on cette conformité à la loi ? Au travers des grands principes que je vous ai indiqués sur la finalité des traitements, la pertinence, la durée de conservation, etc. Et comment on contrôle dans le temps cette conformité, puisque les traitements, bien évidemment, évoluent, bougent, donc il faut prévoir régulièrement un audit. Troisième et dernière partie, c'est tout ce qui est relatif à la gestion des réclamations, des incidents, que ce soit effectivement l'exercice par les personnes de leurs droits, ou encore une journalisation des événements de sécurité, une traçabilité des accès, ou la gestion des violations de données. Ce label, le référentiel, nous l'avons publié en janvier. Il y a d'ores et déjà des entreprises qui se sont positionnées pour pouvoir effectivement l'obtenir en déposant un dossier de candidature auprès de la CNIL. Et nous allons donc commencer à délivrer ces labels qui me semblent assez intéressants à rapprocher de tous les programmes de management de la protection de la vie privée qui sont en train d'émerger au niveau européen, au niveau mondial. Donc je conclurai par cette petite note internationale, c'est-à-dire que ce processus n'est pas isolé ni à la France ni à l'Europe, mais c'est vraiment un processus effectivement maintenant au niveau mondial. Je vous remercie et je crois qu'il est temps de laisser place aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sophie. Je pense qu'on était vraiment dans la complémentarité. Je vais passer la parole maintenant effectivement aux uns et aux autres qui ont des questions. Je sais que monsieur s'était manifesté déjà tout à l'heure. Donc je vais vous proposer de poser cette question. Merci.
Je suis très sensible à la protection des données personnelles, mais en fait, ce sont deux questions qui s'adressent plutôt à Madame Jacquemin. Une remarque d'abord, vous avez dit que la rentabilité était difficile à faire valoir, mais il y a un aspect qui paraît complètement évident, c'est celui des économies dans la gestion des actifs. Mais enfin, c'est peut-être une parenthèse, vous répondrez éventuellement. Par ailleurs, vous avez un petit peu relégué les outils, mais je souhaiterais savoir, parce que vous avez dit qu'il y avait bien des coordinations qui s'opéraient à certaines étapes, si les outils, c'est plutôt... Est-ce que vous êtes satisfait des outils de gouvernance qui existent par rapport à un projet comme ça ? Ou est-ce qu'éventuellement, il y a aussi un intérêt à faire évoluer ou à utiliser des outils qui sont utilisés dans le secteur du bâtiment, par exemple pour la gestion des chantiers, qui sont très tournés vers les communications. Comment vous définiriez les outils qui s'adaptent bien à votre projet, s'il vous plaît ? Merci. Alors, sur la question de la rentabilisation... effectivement, il y a des évidences pour ceux qui sont convaincus par la gouvernance de l'information, mais elles sont difficiles à transférer dans le bilan comptable, tout simplement, et de pouvoir vraiment prouver que c'est grâce à un projet pareil que l'on va cyniquement gagner en effectif ou avoir des factures moins chères chez certains entrepreneurs. Sur la question des outils, je ne les relègue pas. Simplement, je ne veux pas... l'importance dans la gouvernance de l'information, le message à faire passer, c'est que ce n'est pas une question de prendre un nouveau système qui va tout résoudre. Non, mais ma question elle porte plutôt justement sur les contours de cet outil, plutôt, parce que ça, c'était effectivement une remarque un peu superflue de ma part. Alors, ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est une plateforme triple qui contient un référentiel qui est vraiment notre répositoire de documents à valeur d'autorité légale et dont la durée de vie est longue. Donc typiquement, tout ce qui est lié aux attestations, à la réception de chantier, etc. Une plateforme très souple de travail qui est du file system ou du SharePoint pour les project managers qui travaillent au jour le jour dans ces environnements et qui, à des moments clés du projet, versent les documents dans le référentiel. Et puis nous sommes en train de mettre en place, et ça je peux vous dire que dans le secteur bancaire c'est plus difficile, nous sommes en train de mettre en place une plateforme collaborative dans le cloud qui permet aux chefs de projet d'échanger de l'information avec tous leurs partenaires externes. Mais là aussi, avec des moments clés prévus de reversement de l'information clé dans le répositoire. Le point central pour nous, c'est que dans les trois plateformes, les principes de gouvernance de l'information sont appliqués de manière identique en termes de naming de l'information, en termes de métadonnées, en termes de structure d'arborescence, de façon à ce que l'information se retrouve toujours en fait identifiable, quel que soit l'environnement dans lequel elle circule. Bonjour, Sandrine Baumé, ex-Oracle en transition. Je candidate en ce moment et j'ai travaillé récemment sur des projets visant la personnalisation de la relation client au sein des groupes Accor et Bouygues Télécom notamment. Et j'avais une question pour nos représentants de la CNIL et de cette association qui représente la protection de la donnée privée. Moi, j'ai travaillé sur des cas d'usage que j'ai vus extrêmement utiles, notamment aux États-Unis. J'en citerai un, pour voir s'il y aurait moyen de l'implémenter en France de votre point de vue, considérant les contraintes de la CNIL. La lutte contre le cancer, par exemple, et la nécessité d'apprendre de chaque individu sa résistance à certains médicaments, certains traitements, pour pouvoir y remédier et justement lui proposer quelque chose de beaucoup plus approprié à ce qu'il subit en termes de maladie. Et voilà. Donc ce sont des projets CRM potentiels qui vont aller chercher du marketing au segment 1, si on peut dire, pour le bien-être et je dirais la bonne cause. Alors ce sont des projets qui nécessitent d'apprendre de chaque individu,
avec des learning machines, avec des outils que Microsoft, Oracle et d'autres proposent aujourd'hui. Quelle est votre position par rapport à ça? Parce que là, on avance en réalité. On a la nécessité de le faire pour beaucoup de monde aujourd'hui. Donc, j'aimerais votre point de vue. Bien sûr. Et c'est vrai qu'en la matière, je dirais qu'en France, la question est venue sur la table avec le scandale du Mediator. Et effectivement, c'est à cette occasion que l'on a mis en évidence le fait que le parcours des chercheurs et que la recherche médicale était un véritable parcours du combattant, puisque pour pouvoir accéder aux bases de données, que ce soit celles des hôpitaux, que ce soit celles de la CNAMTS, qui est quand même un outil que personne au monde n'a. Les Américains, effectivement, n'ont pas cette base de la CNAMTS qui centralise l'ensemble de tous les remboursements de prestations médicales pour tous les assurés qui vivent en France. Donc on a là une base absolument effectivement fondamentale dont les conditions d'utilisation sont régies par des textes, le Code de la santé publique, des décrets d'application et effectivement le rôle de la CNIL est de vérifier que les garanties de confidentialité et que les chercheurs peuvent faire leur travail dans ce cadre. Et elle avait attiré l'attention du ministère de la Santé depuis déjà plusieurs années sur la nécessité de simplifier sur le plan administratif les formalités à effectuer. Le projet de loi Touraine, le projet de loi de santé qui est à l'heure actuelle en discussion et qui suscite par ailleurs énormément de discussions et de polémiques, comporte un volet relatif, c'est son article 47 qui est réécrit en permanence, mais qui touche très directement la question que vous évoquez des conditions d'utilisation des données qui permettent de respecter les droits des personnes, mais d'améliorer l'accès à l'information médicale pour permettre effectivement d'avoir une meilleure prévisibilité. Donc un petit complément d'information et ensuite je passe la parole. Oui, excusez-moi, c'est juste pour préciser qu'un amendement a été déposé par le gouvernement sur l'article 47 il y a 1 ou 2 jours et qui précise justement les conditions d'accès, en particulier au système national des données de santé qui remplace le SNIRAM. Oui, bonjour, Michel Dardan. Je travaille dans une banque aussi, mais dans des activités bancaires. Mais en fait, la question n'est pas autour de la banque, mais autour du phénomène des objets connectés, qui est une réalité qui nous dépasse, ça, aujourd'hui, qui existe depuis un certain nombre de temps, qui devient de plus en plus prégnant. On sait que nos voitures sont connectées depuis 3-4 ans, avec de la possibilité d'exploitation d'informations énormes, et qui peut être utilisée à d'autres fins petit à petit. Bon, là, les objets connectés type wearable, qui sont type santé, etc. Il y a plein d'acteurs, les GAFA, qui parlent de ça. Donc, moi, ma question, c'est vis-à-vis de la CNIL, à aujourd'hui, ces informations, ces données, proches des big data, puisque derrière, ça va certainement être manipulé par les big data, par des acteurs qui sont plus ou moins proches d'acteurs réglementés, comme des banques, des assurances et autres, qui sont borderline. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, au niveau de la CNIL ? Alors, les objets connectés, c'est vrai que c'est l'avenir. Il y en a à l'heure actuelle déjà des milliers, il y en aura des millions, des dizaines de millions. Et notre environnement, 650 millions en 2020, dites-vous ? En 2014. 2014. Donc, vous voyez qu'effectivement, que ce soit les bracelets qui vous permettent de quantifier le nombre de pas que vous faites, votre rythme cardiaque, les matelas intelligents, vous avez parlé des automobiles connectés, et on a réuni sur cette thématique l'ensemble des parties prenantes parce que c'est vrai que ces objets connectés, on voit bien qu'à l'heure actuelle, on avait la vie réelle avec effectivement un fichage où les informations vous étaient demandées, et puis la vie numérique sur Internet, où là, c'était une démarche souvent volontaire de la part de personnes qui vont s'exposer et même se surexposer sur des réseaux sociaux, effectivement, en laissant toute une série d'informations et en s'étonnant ensuite qu'on puisse très facilement retrouver effectivement qui ils sont et ce qu'ils ont pu faire. Et là, il y a un besoin d'éducation au numérique qui est essentiel au niveau effectivement de notre société.
Et puis, entre les deux, il y a cette nouvelle strate intermédiaire d'objets connectés. Vous avez d'ores et déjà les smart grids qui sont en train, les compteurs communicants dans les domiciles qui sont en train d'être installés et qui vont pouvoir permettre de procéder à une analyse extrêmement fine de votre consommation électrique. Et toute une série d'outils effectivement connus, domotiques, mais qui vont sans cesse toujours plus se sophistiquer. La CNIL, là-dessus, a publié au titre de sa recherche prospective, puisqu'il y a un département de la prospective qui est chargé de se servir un petit peu de vigie par rapport au monde dans lequel nous entrons. Nous sommes déjà entrés sur ce qui va se profiler et sur toute cette manie de se compter, c'est ce qu'on appelle le quantify self, toutes les données de bien-être qui sont à la limite de la santé et qui sont collectées au travers soit de votre smartphone par des applications toujours plus nombreuses et qui collectent toujours plus d'informations. On a mené une expérimentation dont on a donné les conclusions sur notre site internet qui s'appelle Mobilityx, en testant à une toute petite échelle, puisque c'était limité à certains agents de la CNIL, le nombre de fois où vous étiez géolocalisé pour une application qui d'ailleurs n'avait pas besoin de savoir où vous étiez localisé, toutes les 10 secondes. Donc là, on peut dire qu'effectivement, vous étiez plus que suivi à la trace. Donc tous ces objets connectés, on s'y intéresse énormément. Comment est-ce que l'on procède ? On raisonne par secteur d'activité, parce qu'effectivement, la CNIL a une compétence transversale, générale, mais on ne peut pas, en étant 180 tout compris, évidemment, penser pouvoir tout traiter. Donc, on a, pour vous parler de l'exemple des assureurs et de l'automobile connectée, prenons celui-ci. Il y a déjà maintenant plusieurs années, nous avions refusé d'autoriser un traitement de Pay as you drive par un assureur qui, très légitimement, voulait proposer aux jeunes assurés automobiles d'avoir effectivement un dispositif de Pay as you drive, c'est-à-dire de limitation de la prime d'assurance qui est très élevée pour les jeunes assurés, dès lors qu'ils s'engageaient à respecter le fait de ne pas conduire le samedi soir. C'est dommage parce que les étudiants et les jeunes en général sortent beaucoup le samedi soir, mais c'est là où il y a le plus de sinistralité automobile, de s'arrêter toutes les 2 heures. Et la boîte pouvait bien sûr vérifier, la boîte implantée dans le véhicule pouvait vérifier l'effectivité de ces obligations. Et la CNIL a refusé parce qu'il y avait également l'enregistrement des vitesses atteintes dépassant les vitesses autorisées, et ce n'est pas un assureur de servir de gendarme et donc de pouvoir collecter des données d'infraction. Donc, de ce fait, tous les assureurs sont venus nous voir en nous interrogeant sur la façon dont ils allaient pouvoir travailler, et nous avons travaillé justement à ne faire remonter au niveau de l'assurance que des données qui soient agrégées, qui soient effectivement qui perdent de leur caractère trop intrusif, en ne prenant pas la localisation précise et constante de l'individu, mais en faisant des agrégations. Et c'est ainsi que nous procédons, parce qu'il est bien évident que l'on rentre dans une ère nouvelle à laquelle chacun doit être sensibilisé et pour laquelle il y a cette notion de privacy by design qui doit beaucoup intervenir. Merci. Deux petits compléments techniques. Premièrement, tous les objets connectés ne produisent pas des données à caractère personnel. Quand il s'agit des remontées ou des données transférées mises sur le fonctionnement d'un moteur d'avion, sur une chaîne de production industrielle, par nature, ce ne sont pas des données aussi nominatives, aussi personnelles que celles qui sont issues du podomètre connecté qui est à mon bras. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être quand même assez prudent sur la fiabilité, pas la fiabilité, mais sur la précision des données collectées. Là, vous parliez tout à l'heure des applications qui géolocalisent une personne toutes les 10 secondes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la géolocalisation elle-même, elle varie entre une précision de 5 mètres et de 2 km
suivant les conditions dans lesquelles cette géolocalisation est effectuée. Et que c'est par un traitement qui est effectué sur les différents outils, enfin sur les différentes données collectées liées à la géolocalisation, qu'ensuite on peut faire une proposition d'emplacement. Je pense qu'on a tous utilisé des je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui doit se terminer par map, ou un truc qui s'appelle WA avec des petits Mickey. Il y a quand même des fois où la géolocalisation n'est pas précise. Donc il y a un truc qui a mauvaise réputation actuellement qui s'appelle Uber et qui fonctionne très bien avec une géolocalisation. Simplement, une fois, la voiture que j'avais réservée m'attendait à 2 km de l'endroit où j'étais. Donc on avait effectivement du mal à se voir avec le chauffeur. Donc je pense qu'effectivement, il y a des précautions et des vigilances extrêmement fortes à avoir sur l'utilisation de ces outils. Mais il faut surtout être conscient des limites qu'ils portent par eux-mêmes et du fait qu'on n'est pas forcément, je pense au moteur d'avion ou à une centrale industrielle, qui n'est pas mécaniquement productrice de données à caractère nominatif, à caractère personnel. Bien, bah écoutez, il est 18h, donc déjà, je vais vous remercier tous d'avoir tenu jusqu'au bout du salon. On a même eu droit au jingle nous disant qu'il était 18h. Et puis remercier tous nos intervenants qui nous ont fait le plaisir de témoigner. Merci à vous.